Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Bonsoir, je suis contente de voir la salle très fournie ce soir. Merci d'être venus. Peut-être que plusieurs d'entre vous viennent revoir ce film et le considèrent un peu comme moi, comme un film de Noël, alors qu'a priori il n'y a pas de rapport, mais ça fait tellement plaisir de voir ce film de Frank Capra. Donc pour ceux qui ne viennent pas régulièrement, juste pour vous dire que ça fait partie du cycle Frank Capra de cette année, du cycle mensuel Frank Capra, et que ce film de 1934 marque vraiment le début de ces grandes comédies. Ce réalisateur d'origine sicilienne mais très américain, on l'a vu dès ses débuts, a commencé dans le muet, mais il aime beaucoup les dialogues. Il a un vrai goût de la matière sonore, du rythme. On a un peu déjà vu ça dans ses films précédents avec Barbara Stanwyck, et donc au moment où le cinéma devient parlant, on voit qu'il y a un coup d'accélérateur d'une certaine façon dans son cinéma. Et cette étape, ce film It Happened One Night, qui a été traduit par New York-Miami, alors que le trajet se fait dans l'autre sens, mais peu importe, eh bien, marque aussi une nouvelle étape dans sa filmographie, et je dirais même dans l'histoire du cinéma, en tout cas hollywoodien, puisque c'est à peu près à cette date, alors deux choses, d'abord que le code d'autocensure des studios hollywoodiens est vraiment mis en place, on en reparlera peut-être après le film, mais surtout cette comédie va être une sorte de modèle pour les comédies qu'on a appelées donc screwball, loufoque. On expliquera peut-être aussi l'origine de ce terme. Dans les années 30, aux États-Unis, une comédie presque vectorielle, avec des transports, avec beaucoup de moyens de transport différents, une rapidité, et puis deux stars. Pourtant, c'est assez malgré les gens qui ont réalisé le film que ce film va être un énorme succès. Pas tout de suite, je crois qu'il y a eu un bouche à oreille qui a pris de l'ampleur à la sortie, mais c'est rare dans l'histoire des Oscars, que je ne suis pas beaucoup, mais celui-là, c'est quand même les 5 énormes Oscars qu'il a décrochés. Ce sont les 5 Oscars les plus importants: production, réalisation, les acteurs, etc. Donc voilà, c'est une sorte de succès. Pourquoi je dis inattendu? Parce que personne n'y croyait. C'est un film tiré d'une nouvelle qui s'appelait Night Bus. Finalement, à la Columbia, ce studio un petit peu désargenté, on prenait des histoires, on les adaptait, on les faisait avec conviction, mais sans forcément flairer le succès. Et surtout, les deux stars de ce film viennent d'autres studios. Ce sont véritablement des stars donc de studios plus importants, de majors plus importantes. Clark Gable, qui est prêté par la MGM. Vous savez que les acteurs avaient des contrats de plusieurs années. Ils étaient salariés à l'époque par les studios. Ça a changé par la suite. Mais donc, parfois, ils pouvaient être prêtés par leur studio, en fait loués à un autre studio. Et ça a été le cas pour Clark Gable, parce que, disait le responsable de la MGM, il commence à prendre le melon. Donc, on va le prêter à un studio au moins un peu pouilleux qui était la Columbia. Et puis, impossible de trouver la star féminine de ce film. Vraiment, j'avais lu la liste de toutes les actrices qui soit ne pouvaient pas, n'étaient pas disponibles, soit ne voulaient pas faire ce film. Je crois que le tournage était vers la fin de l'année 1934, et plusieurs ont décliné. Finalement, l'appât du gain de Claudette Colbert va faire qu'elle accepte. Elle accepte, elle aussi vient d'un autre grand studio qui est la Paramount, mais elle accepte d'être louée à la Columbia, même si elle a plutôt un mauvais souvenir du film qu'elle a fait en 1927 avec Frank Capra, qui avait été plutôt un échec. Elle va accepter parce qu'elle double son salaire et qu'ils acceptent. Et parce que aussi, ils acceptent du coup de tourner le film en 4 semaines, ce qui est très rapide. Et vous allez voir que cette rapidité, finalement, à mon avis, profite quand même à Capra, qu'il a un goût de la vitesse, de toute façon, dont on reparlera peut-être après. Voilà, j'espère que le film vous plaira et que vous resterez un petit peu après pour un échange. Bon film. Alors peut-être je dis quelques mots, mais comme vous êtes assez nombreux ce soir, j'aimerais faire circuler le micro assez vite.
bon, sur cette idée de mise en relation, je vous en prie, de mise en relation, disons, des classes sociales opposées et en même temps de mise en friction, c'est assez génial, cette idée du mur de Jéricho. On va y revenir. Je parle des classes sociales parce qu'au fond, dans tout ce cinéma des années d'après la crise, donc d'après la crise de 1929, la Grande Dépression, hein, vous voyez qu'il y a une allusion à d'ailleurs la Grande Dépression dans l'expression The Great Deception, qui est traduit par la Grande Déception, mais qui est en fait un faux ami. Deception, c'est plutôt la Grande Tromperie, qui est le nom que les deux donnent à leurs fausses pièces quand ils sont dans le motel et qui jouent devant les détectives. Donc dans ce cinéma de la crise, d'après la crise de 29, du début des années 30, évidemment que cette question du rapport entre les classes, elle est très marquée. Et il y a aux États-Unis tout un cinéma qui peut être assez social, politique, par exemple King Vidor, voilà. Et Frank Capra, là, vous voyez, on est sur le ton de la comédie, et pourtant, comment ça se traduit dans le film ? Alors, on pourrait dire que ça se traduit dans les scènes d'extérieur quand ils sont au motel. On a quand même, dans la scène du bus aussi, avec la femme qui tombe d'inanition parce qu'elle n'a pas assez mangé avec son fils, etc. Il y a des montées comme ça, il y a des poussées un peu plus sociales du film. Il y a le fait aussi qu'on le voit vers la fin faire coucou à des hobos, à des gens qui migrent comme ça, des espèces de clochards itinérants comme il pouvait y en avoir dans ces années-là. Donc il y a ça, mais évidemment c'est pas du tout au premier plan du film. Donc l'intérêt aussi de Frank Capra, c'est de distiller cette réalité américaine, historique et sociale et même politique, mais à l'intérieur de cette comédie et surtout de l'histoire d'amour. Et comment l'histoire d'amour, d'une certaine façon, je dirais pas qu'elle subsume la question de la tension entre les classes, mais tout de même, elle la résout momentanément, elle la résout le temps d'un film. Il n'a pas l'illusion de penser qu'il réglerait quelque chose de ce rapport entre les classes, mais il a cette idée, en tout cas, de les faire voyager tous les deux, donc une riche héritière et un journaliste au chômage et alcoolique, à bord du même bus. Donc déjà il y a cette réalité physique de coexister dans un même espace. Comme par hasard, c'est un espace collectif, et là aussi idée de mise en scène très intéressante. Souvent les idées les plus intéressantes chez Capra, je trouve, sont dans les moments qui sont un peu des temps morts, c'est-à-dire qu'ils ne font pas avancer l'action, et on est presque un peu surpris dans un cinéma classique, dans un cinéma où il y a une intrigue, où il y a des personnages, de se dire mais en fait là, dans cette séquence par exemple, enfin il y en a plusieurs, mais par exemple la séquence du Man on the Flying Trapeze, la chanson, quand ils se mettent tous à chanter dans le bus, ça dure très longtemps. Il y a plusieurs personnes qui disent chacun un couplet, etc. Et on se dit, mais est-ce que le film est en train de devenir une comédie musicale ? Enfin bon. Et en même temps, on voit bien que chaque personne qui reprend un couplet est un peu... Il y a un marin, voilà, il y a des gens différents. Et on voit bien qu'il se joue quelque chose du collectif et de la possibilité, y compris de cette riche héritière qui va dépenser ses derniers sous pour une boîte de chocolat, parce que voilà, le luxe pour elle, c'est la même chose que la première nécessité, et des gens beaucoup plus pauvres qui sont dans le bus. Et tout à coup, il y a ce moment suspendu, mais qui est le temps d'une chanson que tout le monde connaît. J'avais un peu regardé d'ailleurs quelle était cette chanson, parce qu'il y a plein de versions de cette chanson. Il y en a une qui était sortie en 1928, mais en fait, c'est une chanson du 19e siècle, sur un vrai trapéziste qui a existé. Et du coup j'avais regardé qu'il s'appelait Jules Leotard, et Leotard, si vous parlez anglais, c'est le juste au corps, parce que sa tenue a inspiré le mot juste au corps en anglais. Bref, digression, mais ça m'avait amusé. Mais donc, en tout cas, il y a par exemple ce moment qui ne sert à rien, entre guillemets, dans l'action, qui ne résout rien, qui ne fait pas avancer le récit, mais qui montre une possibilité à l'intérieur du plan et à l'intérieur du film et sur le moment qu'il y ait quelque chose de collectif.
Vous noterez cependant qu'à la fin de cette séquence, le chauffeur qui est embarqué dans la chanson les met quand même dans le fossé. Donc voilà, là encore, Capra n'est jamais un illuminé, un idéaliste jusqu'au bout, pas du tout. Il voit très bien la noirceur, l'ironie dramatique et une forme de pessimisme d'une certaine manière, de même que revient de bout en bout tout au long du film la possibilité que ce Peter Warne est vraiment un cynique. C'est assez souvent, même peut-être tout le temps, les récits de Frank Capra consistent en une sorte de dépassement du cynisme qu'on a tous en nous, ou en tout cas que ces héros ont en eux. Et jusqu'à la fin, vous remarquerez que les deux, elle et lui, rivalisent de cynisme. Parce que quand elle arrive à dire, bon, allez, de toute façon, moi aussi, je bois et je vais me remarier avec King Wesley, voilà, elle rivalise de cynisme d'une certaine façon avec lui. Je dis cynisme pour lui, puisque vous vous souvenez de la phrase qui dit « Vous n'êtes qu'un gros titre pour moi ». Et plus tard, vous êtes une histoire. You're a good yarn, hein, comme on dit. Yarn, c'est vraiment un terme journalistique pour dire une story, on dirait aujourd'hui. Voilà, vous êtes une bonne histoire. Et c'est intéressant, presque métaphoriquement, de voir que ce que désire l'homme, c'est avoir l'histoire de la femme. D'une certaine façon, c'est quand même assez intéressant. Si vous avez vu Forbidden la dernière fois de Frank Capra, il y avait aussi un personnage de journaliste joué par Ralph Bellamy et qui frisait aussi l'exploitation de l'autre, comme ça, le côté très cynique du type de métier qui veut fabriquer des histoires à partir de la vie des gens. Donc, je trouve que le film arrive très très bien à négocier ce rapport entre les classes. Je disais cette friction entre les classes sociales parce que il y a une excitation de ça. C'est pas la lutte des classes, c'est bien sûr qu'il y a une dispute, mais tout ça est dans le récit d'une conversation amoureuse, parfois violente. Ça a été. Il y a ce philosophe Stanley Cavell dont je vous ai déjà parlé, qui a inventé cette idée, qui a vu parmi les grandes comédies américaines des années 30 le fait que beaucoup racontaient l'histoire d'un remariage. Alors, la première des 7 comédies dont il parle dans le livre là-dessus, qui s'appelle « À la poursuite du bonheur », c'est justement New York-Miami. Et vous me direz, New York-Miami, oui, il y a un remariage, mais c'est le remariage, elle se marie 2 fois presque, avec King Wesley. C'est pas du tout ce qu'il veut dire, c'est pas dans ce sens-là qu'il parle de comédie de remariage. Il parle de comédie de remariage sur un couple qui existe déjà au début du film, qui va entrer en crise, voire divorcer, et qui va ensuite se remettre ensemble, mais à nouveau sur des bases nouvelles. Donc c'est un dépassement du scepticisme, exactement comme il y a une sorte de dépassement du cynisme de la riche héritière et du cynisme aussi du journaliste. En réalité, ici, vous me direz, mais ils ne sont pas du tout mariés, donc ça ne rentre pas dans ce schéma. Cette idée que la grande comédie américaine des années 30, ça raconterait ça, c'est étrange, puisque justement, ils ne sont pas du tout mariés au début. Mais ce qui est intéressant, c'est justement qu'ils ne sont pas mariés au début, mais que dans la mise en scène, tout est fait pour qu'ils soient dans une situation de conjugalité, pas seulement spatiale, mais beaucoup plus précise que ça. Une forme de conjugalité, de propriété, d'appropriation de l'autre. Dès qu'ils montent dans le bus, je ne sais pas si vous vous souvenez, parce que des fois les traductions ne sont pas tout à fait littérales, il dit « ce sur quoi vous êtes assise m'appartient ». Ça fait partie d'une des nombreuses allusions sexuelles du film, puisque ça veut dire ce sur quoi vous êtes, on est assis sur son séant. Donc, d'une certaine façon, il s'approprie ses fesses, disant cela. Il a déjà mentionné son propre séant, puisqu'il raconte au chauffeur qu'une fois, il s'est assis sur des journaux et que les gens lisaient les nouvelles sur ses fesses, etc. Donc, il y a tout de suite cette idée, d'abord, d'intimité physique, enfin, quasiment obscène, et jusqu'à la fin. Hein, il y a quand même des choses très, très précises là-dessus. Quand il y a les trompettes de la fin, rien n'est montré, mais on sait très bien ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a une consommation du mariage à la fin. Donc, ce qui est assez beau, je trouve, enfin, ce qui est même, je trouve très très réussi, c'est la façon dont la mise en scène, l'air de rien,
les met dans des situations où en fait ils sont tout de suite comme s'ils étaient mariés. Alors évidemment ils sont à côté, elle dort complètement sur lui comme s'ils étaient dans le même lit. Ensuite, pour qu'elle échappe à l'atroce dragueur, Believe You Me, le type qui s'appelle Shapley, il l'appelle ma femme. Et puis surtout, bien sûr, ça va culminer dans la comédie du motel, où il s'agit de véritablement jouer une pièce, comme une sorte de sotie, pour jouer la comédie du couple. Et vous avez entendu le détective qui sort et qui dit « Mais en fait, c'est bon, c'est un couple marié tout à fait nice, a perfectly nice couple. Puisqu'ils se disputent, alors ils sont mariés. » Alors évidemment qu'ils sont mariés, puisque la preuve, c'est qu'ils se disputent. Donc en fait, ils sont toujours dans des situations où soit eux font croire qu'ils sont mariés, soit de toute façon, ils sont en cohabitation, ils prennent le petit déjeuner ensemble, etc. Donc ça, je trouve ça assez étonnant que finalement, ils soient effectivement comme s'ils étaient mariés, sauf qu'en fait, toute leur évolution va consister à véritablement le devenir et à véritablement comprendre ce que ça signifie et arriver à être à égalité, ce qui paraît impossible, puisque justement socialement, ils ne le sont pas du tout. Ils sont à deux bouts de l'échelle sociale et donc... Alors ça va très loin, comme souvent, si vous avez déjà vu les deux premiers Capra qu'on a montrés, les héros de Capra tombent assez loin, assez bas dans la dépression, justement. Ils sont souvent au fond du trou. On le verra encore plus avec It's a Wonderful Life, La vie est belle, après-guerre. Mais ici, quand même, il y a une image, et là encore, c'est de la mise en scène pure. C'est pas forcément du scénario ou du dialogue, même si les dialogues de Riskin, le co-scénariste, sont, je trouve, excellents dans ce film. Il y a un moment où, en 1 minute, l'histoire d'amour autobiographique, donc pour une fois, que le journaliste a apporté à son rédacteur en chef, il commence à la lire et tout de suite il apprend que en fait elle est annulée, elle n'a plus cours. Et vous vous souvenez, il la jette à la poubelle. Et en fait, je trouve que la caméra descend, je peux vous souvenir, descend et on voit le papier dans la poubelle. Et je trouve que simplement ce geste de caméra, qui n'est pas classique, d'une certaine façon, on a compris qu'il se débarrassait de l'histoire, qu'il n'allait pas l'imprimer. Il le dit au téléphone, on n'en a pas besoin. Sauf qu'en fait, le fait qu'on voit ça, on a presque l'impression de voir la déchéance de Peter Warne lui-même. Il est vraiment dans la poubelle, quoi. Et je trouve que voilà, on voit une vraie déchéance de celui qui est montré au début, d'ailleurs, comme un étrange roi des clochards, qui est mené comme ça dans le bus au début, vous vous souvenez, sa majesté, alors qu'il vient de se faire virer au téléphone. Donc il y a quelque chose, en fait, de très dangereux, d'une certaine façon, dans la misère économique et aussi la misère psychique que peuvent vivre ces personnages. Et puis, voilà, pour terminer sur ce que je veux dire sur cette friction entre les classes, cette friction, ce frôlement, bien sûr, ça se matérialise dans l'invention du film, qui est le mur de Jéricho, qui est ce fameux mur de Jéricho, et qui, à mon avis, fonctionne à plusieurs niveaux. On va peut-être en reparler, mais d'abord, je voudrais, comme j'ai parlé un peu longtemps, si Émilie, vous voulez bien faire circuler le micro, s'il y a des gens qui veulent poser des questions, réagir au film. J'espère que je ne vais pas digresser par rapport à la ligne éditoriale que vous nous, non, mais il n'y a pas de ligne. Que vous nous suggérez si brillamment, en tout cas. Moi, il y a 2 choses qui me turlupient. Enfin, non. Une chose pour moi, c'est une bande dessinée, ce truc. Mm-hmm. Il y a un côté Tintin, quelque part, quoi. Avec un Tintin non célibataire, en l'occurrence. Et la deuxième chose, c'est où est la maman ? Ah oui.
Alors, oui, c'est deux choses. Alors, je réponds d'abord sur la mère. Évidemment, je n'ai pas de réponse. Je ne vais pas vous dire où est la mère de Ellie Andrews. Ou alors, on fait un autre film. Mais c'est vrai que vous avez raison de remarquer cela. Et ça a été remarqué, notamment par ce philosophe que je citais qui a écrit sur le cinéma, Stanley Cavell, et qui a remarqué que c'était des comédies dans lesquelles la mère de la femme était souvent absente ou morte, enfin hors champ, non active, désactivée, et où du coup le père était un personnage important. J'en profite pour moi aussi digresser là-dessus, parce que c'est vrai que le père prend de l'importance. Au début, on se dit, c'est un prétexte, on le voit au début, c'est un riche milliardaire, elle s'échappe, voilà, on ne va plus en entendre parler. Ça va être quelqu'un qui passe des coups de téléphone et qui fait enquêter pour retrouver sa fille. En fait, le père prend une énorme importance, à tel point que c'est lui qui la convainc de se marier par amour. Donc, alors, dans mon souvenir, ce qu'explique Cavell, c'est qu'il rapproche ça de Shakespeare, carrément, des comédies shakespeariennes et du rôle du père dans la formation du couple dans les comédies shakespeariennes. Bon, enfin, en tout cas, lui, ça lui fait penser à ça. En tout cas, je trouve intéressant le fait que le père ait une telle importance et le fait, du coup, qu'il y ait une mise en rapport du père avec le futur gendre, enfin avec qui socialement est le contraire de lui, mais qui en réalité, effectivement, dans la façon dont il est écrit dans le film, remplit des fonctions parentales, on va dire, pour pas dire que paternelle. Je dis parentale parce qu'il la nourrit, enfin même si elle ne veut pas manger les carottes. Voilà, il s'occupe d'elle, il lui apporte le petit déjeuner et surtout il fait ce qu'on appellerait aujourd'hui du mansplaining, c'est-à-dire qu'effectivement il croit un peu tout savoir sur tout, il lui raconte comment il faut tremper son beignet dans la tasse, comment il faut faire de l'autostop, etc. Heureusement, c'est aussi l'objet de dérision, puisque on s'aperçoit que c'est pas une petite fille, c'est une femme, la preuve, elle sait comment faire de l'autostop autrement qu'avec le pouce. Donc il y a mais en tout cas, il se passe quelque chose sur ça, c'est-à-dire sur comment on s'occupe de Ellie, l'espèce de petite fille qui a pas été élevée vraiment pour être autonome, qui s'échappe, mais en fait le père l'a effectivement gâtée de telle façon qu'elle n'a pas pu s'échapper. Donc en tout cas, l'absence de la mère, merci de la relever, parce que ça fait aussi penser que le film travaille ça. Comment, non seulement elle s'échappe au début de l'emprise de son père, mais qu'en fait, c'est pas fini. Il y a encore le mari comme père, et au fond, j'ai l'impression que on peut voir ça de manière pessimiste, disons, en se disant finalement elle passe comme la femme à travers les millénaires, elle passe des mains de son père aux mains de Peter Warne qui sera son mari. En réalité, entre-temps, le paternalisme, disons, de Peter Warne est quand même sérieusement raboté. Donc il y a aussi une évolution, des deux. Sur votre deuxième remarque, aussi très pertinente sur le fait que c'était une BD, je pense que vous pensiez à Tintin, le reporter, mais en fait, je pense que ce qui donne aussi cette impression, en tout cas pour moi, qui n'est pas une culture de BD, plutôt cartoon, d'abord c'est le rythme, parce que je disais qu'il y a des longs moments de pause, de temps mort, où on a l'impression que le temps se dilue et qu'on n'a pas dilate, et qu'on n'a pas forcément cette impression habituellement dans les films d'action, dans les comédies hollywoodiennes. Donc il y a des variations de rythme, mais quand même il y a aussi des moments très rapides. Il y a même l'utilisation de l'accéléré là, quand il arrive en auto-giro, là, en hélicoptère sans moteur à la fin et qui descend. Il n'hésite pas à accélérer la vitesse. On voit que c'est un musicien d'une certaine façon, dans la façon dont c'est monté. Et d'autre part, moi il me semble que la façon dont Claudette Colbert s'est dessinée elle-même, je dis elle-même parce qu'en tant qu'actrice, dans tous ses films, quand on la voit, mettons, parce que c'est le grand succès, c'est Cléopâtre de Cécile B2000, avant c'était Le Signe de la Croix, vous l'avez sans doute vu si vous êtes venu voir les Lubitsch, on l'a vu jeune en 1931 dans Le Lieutenant Souriant, et puis on la revoit en 1938, donc 4 ans après ce film, dans La 8e femme de Barbe Bleue, et
et d'autres films. En 42, Preston Sturges, Madame et ses flirts. Je vous ai fait une espèce de top 5 des meilleurs films avec Claudette Colbert. À chaque fois, elle est extrêmement... c'est Betty Boop, d'une certaine façon. Elle se dessine les sourcils, elle est d'une grande minceur, elle est aiguë, elle a des angles aigus, et ça va bien aussi avec quelque chose de très sec, finalement, dans son caractère, ce qui n'est pas ce qu'on attend de cette fille à papa dans le film. Enfin, on l'attend parce qu'on croit d'abord que c'est une supériorité de classe, et je crois qu'on comprend au cours du film qu'il y a autre chose, qu'il y a un tempérament, et que finalement il correspond assez bien à celui de Clark Gable. Donc moi, indépendamment de ce que vous avez, je dis pas que c'est ce que vous dites, hein, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a aussi un côté cartoon dans la façon dont cette actrice se dessine elle-même pour le cinéma. Vous aviez dit avant la séance que c'était un film qui était considéré comme un film de Noël. Alors moi, c'est la première fois que je le vois, mais du coup, effectivement, je comprends un peu pourquoi, et notamment avec cette fin qui est vraiment super sympa, quoi, super optimiste, vraiment super joyeuse. Et du coup, je me demandais comment est-ce que ça s'inscrit dans la filmographie de Capra, parce que moi, j'en ai pas vu 40, mais des autres films de Capra que j'ai vus, je l'ai connu plus grinçant quand même, plus doux amer sur les fins qu'il propose. Et même si le film, comme vous l'avez dit, il distille la dureté, enfin il montre la dureté de la vie sous la Grande Dépression, je me demandais, est-ce que là on était à un moment, à une époque de la Grande Dépression où peut-être que les Américains voulaient une fin heureuse, quoi. Bon, on peut dire quand même que dans toutes les comédies et même dans certains mélodrames, il y a une fin heureuse à Hollywood. Donc c'est une sorte de, non pas d'obligation, mais un peu quand même. Bon, si on veut se placer du côté justement là un peu cynique de comment on nourrit les masses en produisant des films. Je pense que pour lui, c'est différent. Pour lui et son co-scénariste, c'est quand même différent. C'est-à-dire qu'il me semble que la fin heureuse, c'est quelque chose qu'on essaye de trouver, en fait, en écrivant. Enfin, c'est bête, mais je pense que souvent, c'est quand même une résolution. Pourquoi ? Parce que, au fond, cette poursuite du bonheur, justement, ce mot, la poursuite du bonheur, qui est dans la Constitution américaine, hein, le droit à la poursuite du bonheur, je vous en avais parlé la dernière fois, c'est fou quand même que ce soit inscrit constitutionnellement dans le droit. Eh bien, on a presque comme tâche en tant que scénariste de coudre, de broder quelque chose qui fasse que logiquement on puisse encore s'en sortir. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il peut aussi y avoir une complaisance à noircir le tableau ou à faire état simplement de la misère morale et économique d'un pays. Donc moi, je pense quand même que il y a cette idée qui n'est pas forcément consciente au moment de l'écriture, mais que il faut que les personnages trouvent une voie, frayent une voie. Alors c'est peut-être l'éducation catholique de McCarey, autre grand de la comédie américaine, ou de Capra. Mais en tout cas, c'est pas complètement le cynisme, disons, on est à Hollywood, donc il faut que le public en ait pour son argent, donc il faut faire un happy end. Et d'autre part, comme je disais, je pense la dernière fois, mais vous, je crois que vous étiez là, je sais plus si je l'ai dit ou pas, il y a toujours ce jeu, cette double fin, souvent dans les films, avec donc une avant-fin qui est pas du tout heureuse, qui au contraire, on voit ce qui pourrait sans doute à 90% se passer dans la vraie vie, c'est-à-dire qu'effectivement, elle se remarie avec le type et c'est fini, elle gâche sa vie, enfin c'est un mariage plus ou moins de raison et voilà. Et puis ensuite, en fait, finalement non. Et donc en fait, on a un peu les deux. Certes, elle ne se remarie pas vraiment, mais elle est tellement au bord qu'en fait, on la voit quand même, dans sa tête, décider de se remarier avec King Wesley. Donc, d'une certaine façon, on la voit, la noirceur. Et puis, on a le deuxième moment de la fin, qui est le moment heureux. Mais donc, on a cette espèce de double battant, souvent dans les films, où un happy end est précédé
d'un low quand même tellement fort qu'il nous marque en tant que spectateur, quoi. Et après je dis oui, là, film de Noël, c'est moi qui dis ça parce qu'il n'y a aucun rapport avec Noël en l'occurrence, mais je suis d'accord que, enfin, pour certains d'entre nous, on a envie de voir des comédies aussi parce qu'elles ont une fin heureuse et parce qu'elles ont une façon de faire arriver à l'intérieur du récit des choses qui sont quand même assez improbables de par la partition des classes ou des sexes dans la vraie vie. Donc on peut s'autoriser, enfin c'est ce que j'associe avec l'idée de Noël, s'autoriser cette forme de complaisance, de suspendre notre jugement de ce point de vue-là. Mais... Oui, non, mais c'était pas, comment dire, peut-être que je me suis mal fait comprendre, mais c'était pas méprisant dans l'idée, mais c'était plus essayer de le resituer dans l'époque. Oui. Et je me suis dit peut-être, alors c'est 1936 ? C'est 34. 34, d'accord. Et c'était peut-être au début des politiques du New Deal, donc il y avait peut-être un peu une envie de... on va se réconcilier, quoi. Oui. Les différentes, le peuple américain, ça peut marcher en fait. Oui, bah on verra les prochaines fois le New Deal dans Mr. Deeds, de manière beaucoup plus évidente. Mais c'est vrai que Riskin, alors le New Deal c'est 32, mais c'est vrai que Riskin était beaucoup plus à gauche, par exemple, que Capra, qui était plus conservateur. Donc il y a sans doute à ce moment-là, de toute façon, des façons de chercher comment s'en sortir à tous les niveaux dans la société. Et moi, je ne pencherai pas du côté de dire Hollywood, et notamment Capra, c'est des gens qui font des films escapistes, des films pour que les gens s'échappent le temps d'1h30 et c'est fini, ils rentrent chez eux et c'est la même misère et c'est la même crise. Je pense qu'il a une plus grande ambition que ça, mais il n'y croyait pas lui-même en 1934. C'est-à-dire quand je disais personne chez les acteurs n'a vraiment voulu faire ce film, on n'y croyait pas. Il a eu 5 Oscars, mais après coup. D'ailleurs, Claudette Colbert n'était même pas là elle n'y croyait tellement pas qu'elle n'était pas là pour la remise des Oscars. Et on a dû la stopper à un de ses arrêts de train parce qu'elle allait dans l'Idaho pour ses vacances, pour faire du ski. Enfin, ça fait un peu... ça ressemble au personnage. Hein. Son comportement ressemble au personnage qu'elle joue dans le film. Donc, personne n'y croyait. D'une certaine façon, je pense que Capra n'y croyait pas énormément non plus. Et aussi parce que c'est une comédie légère. Enfin, je veux dire, l'intrigue est pas énorme. Et ce qui s'est passé, c'est pour ça que sa biographie récente de Capra s'appelle La catastrophe du succès, The Catastrophe of Success, parce que en fait, c'est une expression, je crois qu'il a employée lui-même. Parce que ça lui est tombé dessus salement. C'est-à-dire que ce film a été un tel succès qu'il en a été physiquement malade, qu'il a été hospitalisé, et il raconte dans son autobiographie qu'un petit homme serait venu le voir. C'est pas un petit homme de l'espace, hein, mais qu'un petit homme serait venu le voir et lui aurait parlé à l'hôpital, et on n'a jamais vraiment compris s'il avait déliré, enfin il était juste très fiévreux et qu'il avait déliré ou quoi, et donc il lui aurait comme une sorte de conscience, comme une sorte de Jiminy Cricket qui lui aurait dit maintenant tu as la responsabilité que tes films disent quelque chose. Que tes films disent quelque chose. Alors on peut, nous, en tant que spectateurs, après ce film-là, si on le trouve bon, ce qui est mon cas en tout cas, s'inquiéter que tout à coup Capra se dise mais en fait j'ai une grande responsabilité face au monde et maintenant il faut que je la prenne en compte et que mes films disent quelque chose. Mais on peut aussi, heureusement, il a fait des films dont il pensait qu'il voulait dire quelque chose et on va les voir dans les mois qui viennent, et heureusement c'est aussi des comédies, certains, et c'est pas du tout des films à message complètement lourds et mono, et manichéens. Mais en tout cas, vous avez bien senti qu'à ce moment-là, c'était un moment où la comédie légère, la comédie sans conséquences, les petites histoires amoureuses, voilà, ça pouvait aussi être considéré comme quelque chose de pas assez... qui manquait de poids, quoi. En réalité, je pense pas ça. Je pense qu'il embrasse beaucoup de choses à travers cette intrigue amoureuse et entre guillemets, de remariage. Oui, je rebondis sur
la vision de Capra de la période particulière que vivaient les États-Unis à ce moment-là, son positionnement politique et le père, en fait. Je suis assez frappé de comment le père, qui au départ est vraiment quelqu'un de ridicule, et en même temps qui se croit tout puissant, mais il l'est aussi, et petit à petit, sur la fin, il devient un personnage très sympathique, en fait, hein. C'est-à-dire que ça reste le personnage puissant, mais il veut vraiment le bonheur de sa fille, etc. Et on voit, du coup, à travers ça, il me semble, une forme de fonctionnement Capra qui dit, quelque part, que, en fait, l'ordre établi, il faut quand même le conserver. Mais alors, est-ce que c'est parce qu'il y a eu des bouleversements avant qui fait que l'ordre un peu violent est plus crédible, donc il faut l'aménager un petit peu, en choisissant justement quelqu'un qui n'est pas de ce milieu-là, mais qui, une des dernières phrases que dit Clark Gable en quittant son bureau, c'est de dire que quand même, votre fille, il faut la mater, quoi. Et on a un peu l'impression que c'est ça qui lui plaît le plus dans ce qu'il dit, en fait. Donc je trouve qu'il y a quand même là quelque chose d'assez troublant, en fait, qui fait que le film est particulier, parce qu'il est pétillant, super sympathique, mais en fait, le fond ne l'est pas vraiment, quoi. Cette idée de l'alliance entre le patriarcat et le grand capital que vous suggérez, ou en tout cas le patriarcat peut mettre d'accord le grand capital et le type le plus pauvre. Je dirais que oui et non, parce qu'il me semble que Capra arrive, et notamment, heureusement que c'est Claudette Colbert quand même, il y a vraiment une résistance à ça, à la résolution par la... on voit que c'est pas un personnage qui va être maté, c'est-à-dire même quand elle est dans cette robe incroyable de Marie à la fin, et qu'elle tombe sur le lit et qu'elle dit de toute façon bon allez, c'est le manège, le grand manège, on monte dedans, etc. On sait très bien, ayant suivi toutes ces aventures avant, qu'elle ne va pas du tout se laisser faire. Donc d'une certaine façon, on est mis en confiance par son écriture des personnages et par sa direction d'acteur, qui fait qu'on est mis en confiance, et que ce qui est dit ne sera pas forcément ce qui sera fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a quand même du jeu, il y a cette ironie, cette distance qu'il arrive à créer entre ce que disent les personnages, leurs intentions, leurs valeurs, et en même temps ce qu'ils vivent et comment ils se comportent, y compris dans leur gestuelle même vraiment précise. Donc ça, je trouve que heureusement il y a quand même ce jeu-là. Et d'autre part, sur le fait que même le type le plus qui se croit tout puissant, l'oligarque, enfin je sais pas comment ça s'appelle, plutocrate, qui se croit tout puissant et qui de fait va acheter l'annulation, enfin va acheter le King Wesley à la fin en lui faisant un très gros chèque. Plusieurs choses. D'abord, faut pas oublier que c'est la vengeance de la fille face à son père. C'est-à-dire que le père paye, il y perd quelque chose. Il a voulu la tenir au début, et il perd 100 000 dollars dans l'histoire. Donc, d'une certaine façon, elle a gagné. La fille a gagné de ce point de vue-là. Et puis, autre chose, et là où je suis d'accord avec vous, c'est que je pense qu'il n'est pas du tout révolutionnaire. Il ne croit pas, il n'a pas cette foi en un grand soir possible, ni l'inverse, il n'est pas non plus réactionnaire, Capra. C'est pour ça que le conservatisme de Capra, voilà, c'est pas un réactionnaire, mais il a un côté très lucide quant au fait que c'est pas parce que la fille épouse un type sans le sou que ça va faire tomber les grands manias de Wall Street ou de la presse. Donc il est lucide par rapport aux forces en présence, et je trouve ça assez réaliste d'une certaine façon, de montrer un type qui socialement se croit tout puissant et d'une certaine façon l'est, et qui a des sentiments dans la sphère privée, qui aime sincèrement ses enfants, etc. Donc oui, on peut considérer que ça, c'est conservateur, mais en tout cas, je crois qu'il croit profondément que c'est possible, oui. Il fait la distinction, je crois. Alors, s'il n'y a pas d'autres interventions, peut-être vous pouvez préparer l'extrait que je vous ai apporté. Je ne vais pas vous tenir trop longtemps.
parce que je voulais vous dire quelque chose sur les murs de Jéricho. Vraiment, idée que je trouve assez géniale de fausse, comment dire, de fausse préservation de l'intimité entre les deux. Ce que je voulais vous dire de ça, mais il y a peut-être d'autres choses à en dire, mais c'est deux choses. La première, c'est que les deux fois où on le voit mettre le mur de Jéricho, quand on y pense, c'est pas filmé de la même manière. Dans la première fois, c'est comme si c'était le champ contre champ. C'est-à-dire qu'il est d'un côté, elle est de l'autre. Et voilà, il y a un cache. Il y a ce cache, il fonctionne. Et sur ce cache, par contre, ce qui fonctionne, c'est que si sur ce cache, on met les vêtements du striptease, alors retirez donc ces vêtements, lui dit-il, du mur de Jéricho. Donc il y a cette partition entre les sexes, et bien sûr, ce qu'il y a d'érotique, c'est le mur qui bouge, les vêtements de femmes, les sous-vêtements même de femmes mis sur le mur, etc. Ça, c'est... Et puis la deuxième occurrence, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est filmé de biais. C'est-à-dire qu'on le voit lui se déshabiller, on la voit elle se déshabiller, on le voit lui se déshabiller, mais on n'a plus le cache, on est un peu de côté. Et donc c'est filmé de manière complètement différente. Et ça, c'est une sorte de, pas de métaphore, mais je ne trouve pas le mot, de la double tonalité qu'il y a dans le film. La première fois, c'est cette conversation, cette guerre des sexes, d'une certaine façon, cette opposition, ce face-à-face, bon, cet érotisme aussi dans le face-à-face. La deuxième fois, il y a quelque chose de vraiment assez poignant, assez mélodramatique. Et finalement, tout ça va avec toute cette séquence où ils se parlent l'un l'autre de ce qui, on entend le rêve de Peter Warren quand il dit je voudrais être toi la lune, vous savez quand vous la lune et l'eau et ça suffit, etc. Et il développe comme ça son rêve qui est un rêve à la fois amoureux et on pourrait dire cosmique. Et en fait ce moment-là du mur de Jéricho, il me semble que le mur nous apparaît comme un écran de projection. C'est-à-dire que c'est aussi lié à ce temps dilaté dont je parlais, à la parole du rêve, enfin de la vision désirée qu'il a. Et comme on est dans cette espèce de lenteur dans le soir, hein, parce que le film est une alternance de scènes de jour assez disputes et de scènes de nuit beaucoup plus comme ça, beaucoup plus diffuses, eh bien, il me semble qu'on a le temps de réaliser qu'en fait, ce qu'il décrit dans son rêve, on l'a nous déjà vu dans la scène où ils sont au bord de la rivière. Est-ce que ça vous fait pas ça? Vous voyez ce que je veux dire? La lune, le truc. Parce que la façon dont la rivière est filmée, d'ailleurs c'est peut-être une nuit américaine, je ne suis pas assez forte en technique, mais je trouve qu'elle scintille, cette rivière, alors qu'on est le soir, de manière exceptionnelle. Donc en fait, je crois que c'est fait exprès, c'est-à-dire que ce qu'il dit, il n'en a pas bien conscience, mais ils l'ont déjà vécu tous les deux. Et ça, c'est quand même exceptionnel, comme le mur de Jéricho étant une sorte d'écran sur lequel projeter le possible, l'avenir. Bon. Et le deuxième truc du mur de Jéricho, c'est qu'en fait, c'est le mot de métaphore me revient, de la censure qui était cette année-là, 1934, en train de se mettre en place. C'est une matérialisation, en tout cas, de cette censure, donc le fameux code d'autocensure des studios dont je vous ai déjà parlé si vous êtes déjà venu, à savoir toute cette liste de courses, de choses qu'on n'a pas le droit de mettre au cinéma, donc il faut qu'il y ait 2 lits, même si c'est un couple marié, etc. Et vous voyez ça dans plein de films hollywoodiens de ces années-là, sauf que cette fois-ci, on a l'impression que Capra provoque en disant « Ah oui, d'accord, donc il faut qu'ils ne soient pas ensemble, bah, allez-y, je vous mets carrément un mur, sauf que le mur, il est complètement... C'est une membrane, il est complètement vibratile, il est complètement, justement, surface de projection. Donc, je trouve que c'est une espèce de bras d'honneur, finalement, à l'obligation de la censure, ou en tout cas, une façon de l'intégrer tout en l'érotisant, qui est vraiment assez génial quand on y pense. Alors, c'est pour ça que je vous ai amené un extrait d'un film de 1937 de Léo Macaré, qui est Cette sacrée vérité,
avec Irène Dunne et Cary Grant, où là, c'est véritablement, de manière scénarisée, l'histoire d'un remariage, puisque c'est l'histoire d'un couple qui divorce au début du film, sauf qu'il y a une loi, soi-disant, en tout cas à cette époque, aux États-Unis, qui donne 90 jours de rétractation possible aux couples qui divorcent. Et évidemment, dans cette fin, on est à minuit, il est moins une, quoi. On est à minuit moins une, et donc regardez ce qui se passe. Bon, je vous dis bonne nuit sur cette version en dur du mur de Jéricho, et je vous retrouve l'année prochaine, en 2025. Merci.